Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je vous propose qu'on commence le meet-up. Donc, aujourd'hui, donc dans le cadre de la communauté métier data, je vous propose qu'on évoque la philosophie data as a product. Donc, c'est data as a product. Peut-être vous connaissez le terme. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu data product tout court. Peut-être que vous avez déjà entendu data mesh. Ce sont un peu des nouvelles tendances, une mode qui est en train d'arriver ou de s'établir dans les entreprises selon quand est-ce qu'elles ont décidé de mettre le pied à l'étrier. L'idée, à travers ce meet-up, ça va être de vulgariser, de démystifier un peu ce qui se cache derrière ces différentes notions. Alors, hop, voilà. Pour ce faire, alors je vous propose en fait d'aborder le sujet en quatre grandes parties. Donc, on va commencer par une introduction sur ce que c'est que le data mesh. Ça va être le meilleur point d'entrée pour ensuite faire le focus sur ce que sont les data products. Là, on va regarder ça, ce que c'est en trois parties différentes. Ensuite, on va s'attarder un peu sur la gouvernance de ces produits de données au sein des entreprises, parce que data product, tout est dans la traduction, ce sont des produits de données. Et ensuite, on va imaginer ensemble un exemple d'écosystème, un ensemble d'outils pour les data products. Donc, comme je l'ai dit en introduction, donc pour bien parler data product, il faut d'abord parler data mesh. La première chose que j'ai envie de vous dire sur ces sujets, c'est data mesh, data product, ce sont des concepts qui sont très théoriques. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de concret. C'est pas une méthodologie à proprement parler, c'est pas un nouvel outil, c'est très théorique, c'est très conceptuel. Donc le but, ça va être vraiment de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces concepts. Comme j'ai dit, donc on va commencer par le data mesh, et donc on va l'observer à travers quatre piliers différents. Le premier, le data mesh, c'est... alors, et j'aurais dû commencer par là, excusez-moi. Data mesh, c'est jamais qu'une manière d'organiser le SI data au sein d'une entreprise. Sauf on va regarder donc ce SI data à travers quatre aspects. Premièrement, on veut que la donnée, elle soit domain-oriented. Alors, je n'ai pas un très bon accent anglais, vous m'excuserez. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que les métiers au sein de l'entreprise deviennent beaucoup plus acteurs, beaucoup plus responsables de la donnée, qu'ils ne soient pas, comme ce qu'on peut retrouver encore beaucoup aujourd'hui, de simples consommateurs qui ont un besoin avec la donnée et qui consomment la donnée derrière. Enfin, de simples clients. L'idée, c'est qu'ils aient un rôle beaucoup plus important. On va en parler un peu plus loin dans la présentation. Ensuite, le deuxième pilier, celui qui va le plus nous intéresser, finalement, ce sont les fameux data products. Ce sont des données, des datasets, finalement. J'ai dit que ce n'était pas concret un data product. C'est aussi concret que l'est un dataset, on peut le dire comme ça. C'est juste qu'on va rajouter des éléments par-dessus de ce dataset pour en faire ce qu'on appelle un data product. Et donc, l'idée, c'est de proposer les données aux utilisateurs comme facilement consommables. Encore une fois, on va voir comment on met ça en place un peu après. Ensuite, il y a la data platform, self-serve data platform. C'est l'ensemble des outils qui va permettre de déployer et d'exposer nos data products. Alors, vous voyez, sur l'ensemble, il y a beaucoup écrit DAP, c'est la petite abréviation que je vais employer à plusieurs fois pendant la présentation. Et on a la Federated Governance, donc eux, ce sont tous les acteurs au sein d'une entreprise que l'on nomme, que l'on choisit, et qui vont définir ensemble un certain nombre de règles, de standards, qui vont faire dire qu'un dataset est un data product au sein de l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, data mesh, data product, c'est des grands principes, comme je l'ai dit, c'est une philosophie. Et en fait, la Federated Governance, elle va décliner ces grands principes au sein de l'entreprise. Pareil, quelques petits détails plus tard dans la présentation. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut essayer de tendre vers des définitions de ces deux concepts. Donc, le data mesh, on va se dire que c'est une architecture de données qui est distribuée, que la valeur ajoutée des datasets est distribuée au sein des différents métiers de l'entreprise. Et donc, dans ce mode de fonctionnement, la data, comme j'ai dit, elle est gérée, elle est répartie, elle est valorisée par les métiers. Encore une fois, les métiers ne sont pas des simples consommateurs. Donc, on ne centralise pas tout au niveau des équipes data. Au niveau du data product, donc, par une notion déjà qui vient d'être présentée, c'est un dataset proposé comme un produit de données. À ça, on va rajouter que c'est un produit de données qui se veut normalisé,
exposé au sein de l'entreprise, documenté, mais avec des standards de documentation, et qui est un référentiel unique au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux datasets qui adressent le même besoin. On n'a pas deux besoins similaires qui sont adressés par deux datasets différents. Si les deux besoins sont très similaires, on a un seul produit qui répond aux deux besoins, voire plus, c'est le data product. Alors, comme j'ai dit, comme ce sont des grands principes, encore une fois, je me veux rassurant, il ne faut pas qu'on parte du principe que parce que c'est nouveau, parce que c'est des grands principes, il va falloir tout changer au sein d'une entreprise. En fait, loin de là, vous avez peut-être déjà au sein de vos entreprises des data products et peut-être, qui sait même, déjà un data mesh. Donc en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit avant d'aller dans le détail, c'est qu'un data mesh, c'est un chantier de rénovation du SI, c'est un chantier de rénovation de la partie data. On ne part pas de quelque chose from scratch, on ne réinvente pas le SI, on le fait évoluer d'une certaine manière pour tendre vers le data mesh. Comme c'est une rénovation, comme tout chantier de rénovation, on part d'un existant, il est toujours important de faire un état des lieux de ce que l'on a, des sources qui alimentent notre SI, mais aussi des datasets qui le composent finalement. Parce que l'idée, ça va être de se dire, OK, donc là, j'ai un dataset, comment je peux en faire un data product? Et donc, alors, comment? Et si on se dit comment, c'est-à-dire que le dataset est améliorable pour tendre vers un data product. Mais, troisième point, en fait, on peut déjà avoir au sein des entreprises des datasets qui sont déjà des DAP, qui sont déjà des data products parce qu'ils cochent toutes les règles que l'on va voir ensemble autour des data products. Voilà, donc ça, c'était pour la partie très théorique data mesh, data product. Maintenant, on va voir ensemble les différentes caractéristiques. Qu'est-ce qui font dire qu'un dataset, ce n'est pas juste un dataset, c'est un DAP, sous trois parties. La première étant, qu'est-ce qui nous fait dire que nos données, on peut les percevoir comme un produit. Quand je dis produit, je parle bien entendu, et puis de toute façon, j'ai employé à plusieurs reprises le terme aussi consommation. En fait, je parle vraiment de quelque chose un produit, presque un produit que l'on pourrait acheter. Alors, on ne va pas acheter le dataset dans l'entreprise, mais c'est dans la même veine. Donc, c'est l'union de deux mondes, le monde de la data product, et le monde de la gestion de produits. Ce qu'il va en résulter, c'est ce DAP, et comme le montre le petit schéma juste en dessous, le DAP, enfin, on a un DAP qui résulte de l'union du monde de la data et de la gestion de produits. On se dit que chaque DAP, c'est ça. La constellation de toutes ces DAP, réparties donc dans les différentes entités métiers de l'entreprise, c'est ce qui va constituer notre data mesh. Tout du moins, la valeur ajoutée des données, elle est répartie comme ça au sein des différents pôles métiers. Et comme je l'ai dit, maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques donc pour la partie gestion de produits qui vont nous faire dire que l'on a un dataset qui est consommable, qui tend vers un produit de consommation. Quelles sont ces caractéristiques? Quand on a un produit, en général, déjà, il est pris en charge par un responsable. On a toujours un expert qui connaît très bien ses données, qui connaît très bien son produit, qui saura en faire la promotion. Ça va un peu être le focus de la deuxième partie, c'est quel va être le rôle de ce responsable. Ensuite, le data product, il respecte des normes qui sont imposées par la Federated Governance. Ce pas des normes au niveau grand principe du data product, c'est plus des normes au niveau de Federated Governance d'une entreprise donnée. Elle va dire, par exemple, c'est vraiment un exemple, si on veut que ce soit un DAP, il faut que tous les champs dans notre base de données, ce soit du camel case. C'est très basique comme exemple, on peut en faire des beaucoup plus poussés, mais voilà. Pour un exemple basique, on se dit c'est que du camel case. Si on a un dataset qui n'est pas camel case, soit on dit qu'il n'est pas un DAP, soit on dit qu'on fait évoluer pour qu'il respecte cette norme. Il est unique, le DAP est aussi unique, c'est une référence, comme j'ai dit, un DAP adresse plusieurs besoins et on n'a pas deux besoins identiques qui peuvent être adressés par deux datasets qui sont similaires, voire identiques. C'est voilà, une référence, il est unique au sein du SI Data. Il est accessible et exposé, c'est vraiment l'expression qu'on peut employer, c'est sur étagère, comme quand on prend un produit dans un magasin. On y accède très facilement et on se sert, dans le cadre de la donnée, on se sert dès lors qu'on a les bons accès. Ça va peut-être être là une petite nuance à rajouter. Il est documenté.
Parce que je l'ai dit un peu plus tôt, la Federated Governance, elle va, un peu comme l'histoire du Kamekez, elle va imposer des normes de documentation et on va dire, pour que notre dataset soit considéré comme un data product, on va imposer des normes, enfin imposer, le terme est fort, mais on se comprend, on va édicter des normes de documentation au sein de l'entreprise. Et puis, finalement, le plus basique, le plus bateau, il faut que ce soit un dataset de qualité, un dataset de confiance. Donc là, pareil, on va normaliser les règles de QD, les règles de qualité de données. Pareil, encore une fois, dans le souci de se dire qu'on consomme un bon produit et que et que les règles de QD donc soient normalisées. Je vous propose de faire une petite simulation. J'aurais pu la faire au début avant de présenter la slide, c'est vrai. En fait, c'est de s'imaginer ensemble que on va dans un magasin de bricolage, celui que vous voulez, qu'importe. Quand vous allez dans votre magasin, vous connaissez votre besoin et en fait, vous avez des indications qui vous permettent de savoir où est le produit que vous recherchez. Vous allez dans le bon rayon, vous avez, une fois que vous trouvez votre produit, vous avez un packaging, un tas d'informations que vous lisez qui vous permettent de sentir, de savoir si le produit c'est bien celui que vous voulez. Ces informations, ça peut être de tout type, hein. Comme on est dans le magasin de bricolage, on se dit si c'est je sais pas moi, en chauffage, on a la puissance thermique de l'outil. Si c'est une ampoule, on a la puissance électrique. Enfin, on a énormément d'informations qui en fait nous rendent plus autonomes dans l'achat, dans la compréhension de notre produit. Et si vraiment on a des manques, on se tourne vers un conseiller, vers quelqu'un qui connaît le produit. En fait, l'idée, c'est de se dire, et s'il n'y avait pas la documentation, ou si elle n'était pas normalisée, si on n'avait pas d'infos sur la qualité, si on n'avait pas d'aiguillage dans le magasin pour savoir où aller chercher notre produit, voilà, si on n'avait pas tout ça, on poserait beaucoup plus de questions, on se renseignerait beaucoup plus auprès des conseillers du magasin, on pourrait être facilement plus démotivé de mettre en place notre projet qui se base sur les données. Voilà, c'est parce qu'il y a ce package excusez-moi, d'infos complémentaires que on ne se pose pas de questions quand on prend nos produits. Aujourd'hui, le data mesh et les data products, ce qu'ils veulent, c'est dire on fait en sorte que tous nos datasets ils soient comme ça. Tous nos datasets, ils donnent envie d'être consommés, on leur fait confiance et on met le package autour. Je pense qu'on a tous connu, on a tous vu des datasets où ce n'était pas toujours le cas, où ça aurait pu être mieux fait, pour des raisons encore qui peuvent s'expliquer, hein. Je sais pas, je donne un exemple comme ça qui me passe par la tête, on est pressé par le temps, on ne met pas en place toute la QD, ou on oublie un peu la documentation, et ça pêche derrière par la suite. Bon, vraiment, c'est des exemples. Voilà, on se dit avec le data mesh, avec le data product, qu'on normalise tout ça, qu'on met des outils qui aident à mettre en place tout ça pour dire notre dataset, c'est pas juste un dataset, c'est un data product. Ça, c'était pour la partie produit, c'est finalement l'intention, qu'est-ce que l'on veut faire de nos datasets. Maintenant, on va faire un focus sur le rôle, les différents rôles, notamment celui de l'équipe data, parce que finalement, ce sont ceux qui réalisent les datasets, et le rôle des métiers. C'est lui qui va principalement bouger quand on veut commencer à tendre vers un data mesh au sein des entreprises. Donc sur ce schéma, donc on a des différentes équipes représentées par les ronds de couleurs, on a différents acteurs. On a donc le sans data product, le avec data product. On va considérer que le sans data product, c'est un peu aujourd'hui, tout du moins pour les entreprises qui ne se sont pas encore intéressées à la mode du data mesh, on va le dire comme ça. Finalement, on a au sein de l'équipe data, dans le cercle rose, on a les experts data, data engineer, data analyst, data scientist, et on a le product owner. Généralement, c'est une personne qui est rattachée plutôt côté data, et qui, lui, va récupérer les besoins des différents métiers. Donc, dans ce schéma, dans ce cas de figure, celui qu'on connaît, les métiers, ils sont, comme je l'ai dit, principalement consommateurs de la donnée. Donc, ils nous disent qu'ils ont un besoin data. Le PO fait en sorte de s'acculturer du mieux qu'il peut avec le métier, avec les notions importantes pour comprendre le besoin de celui-ci. Une fois que c'est fait, il fait sa déclinaison, donc il passe du fonctionnel au technique pour que les experts data puissent mettre en place, puissent créer le dataset. Et après, le client, il demande les accès, il accède aux données, il fait ce qu'il a à faire avec. Mais il utilise la donnée, à proprement parler. Il ne fait que ça. Puis on peut avoir un deuxième métier qui arrive et qui dit qu'il a pris conscience que le dataset existait déjà, donc il se tourne vers le PO, il partage son besoin et le PO voit avec ses experts comment il peut faire évoluer le dataset, sachant que parfois,
Si jamais ce n'est pas les mêmes personnes côté expert data qui sont mandatées, ça peut résulter sur la création d'un deuxième dataset. Ça peut. Eh ben, quand on a un data product, en fait, on change principalement la place du PO. Il ne devient pas juste product owner, il devient un data product owner. Il est rattaché aux équipes métiers, donc c'est un expert qui connaît à la fois son domaine fonctionnel, mais aussi le monde de la data. Ce n'est pas lui qui réalise les datasets. Attention, là, il va toujours se tourner vers l'équipe data pour faire ça. L'équipe data, elle garde son rôle de MOE, à proprement parler. Et si un métier a besoin des données qui sont connues par l'équipe où il y a le DPO, donc là c'est le gros cercle bleu à droite, il se tourne vers le DPO. Et c'est le DPO après qui est en charge du coup de voir comment son produit de données va évoluer. Et donc factuellement, le dataset en tant que tel, il reste sur une architecture data auquel c'est, on va dire, principalement les experts data qui accèdent. Mais la valeur ajoutée, elle est côté métier, cette fois-ci. C'est les métiers qui se parlent entre eux pour savoir comment leurs produits de données peuvent évoluer. Et ils se tournent vers l'équipe data pour vraiment la partie réalisation. Et en fait, finalement, si on regarde la flèche où il y a le petit 2 sur le schéma à droite, ce lien entre un métier qui consomme et le métier où il y a le DPO, c'est le même lien qu'il y avait quand on a regardé le data mesh sous forme de constellation. Il y a différents data products reliés entre eux sous forme de constellation. C'est le même lien. C'est les métiers qui se parlent entre eux, qui ne centralisent plus le rôle de l'équipe data pour utiliser la donnée. Du coup, ce nouveau rôle qui arrive, le rôle de DPO, en synthèse, donc comme ça a été dit, il connaît aussi bien le métier fonctionnel que le monde de la donnée. Il fait vivre ses data products, donc la création, pour aller se tourner vers l'équipe data pour cela, l'évolution, mais aussi la promotion, comment il en parle à ses collègues, comment il le rend visible, comment il fait je dis évoluer, donc comment il fait pour l'améliorer aussi. Il va également centraliser les besoins des différents consommateurs, donc finalement ce sont ses collègues métiers, encore une fois. Et après, il va avoir sa casquette donc plus PO, donc il va rédiger les spécifications, il va chiffrer, il va prioriser, travail plus classique de product owner. Puis il va documenter son produit, mais en respectant les exigences proposées par la Federated Governance, parce que DPO de l'équipe A va documenter son produit d'une certaine manière. S'il se met vraiment dans la philosophie du data mesh, DPO de l'équipe B va documenter son produit de la même manière. Et donc les consommateurs, in fine, se retrouvent avec une base de documentation commune, compréhensible, normalisée, pour comprendre les produits de données qui vont leur être mis à disposition. Un peu plus loin dans la présentation, il y a un exemple, c'était la dernière partie, de comment on peut justement déployer, rendre plus facilement accessible. Le comment, il arrive dans la présentation. Mais comme j'ai dit, data mesh, data product, ça reste aussi des notions qui sont très, très théoriques. On peut parler aussi de différentes catégories de data product. Là, encore une fois, des grands schémas vont être bien plus parlants qu'un long discours. Comme tout SI, on va dire, en entrée, on a des sources de données. Les sources qui vont alimenter en données le système d'information de l'entreprise. Le premier type de data product que l'on peut créer, c'est ceux que l'on va appeler des source lines. Ce sont des DAP qui sont monosources, c'est-à-dire une source, un DAP. Et on se dit que, en fait, je pense que là encore une fois, on connaît tous des sources. La donnée, on ne doute pas de la valeur ajoutée de la donnée, mais on sait que parfois, elle n'est pas facilement consommable. On sait que parfois, la source, elle émet des données parcellaires et il faut recoller ces différentes parcelles pour avoir une véritable information. Quand on est dans ce cas de figure, on va créer un DAP SA, donc un DAP sur une seule source, et on va faire toutes les transformations qui vont bien à l'intérieur de ce DAP pour qu'en sortie, la donnée, elle soit très facilement utilisable par les métiers. L'idée, c'est pas de se dire non plus on fait un DAP sur chaque source que l'on a en entrée du SI. C'est important de connaître son patrimoine de sources, mais si la source elle est très spécifique ou si le format des données est déjà très facilement compréhensible, il n'y a pas besoin de rajouter un DAP pour dire qu'on fait des DAP. Parce que c'est un écueil. Bon, là, c'est une petite expérience personnelle, si je peux le dire comme ça. C'est un écueil que j'ai déjà observé. Quand on se met dans la marge du data mesh, du data product, parfois on tombe dans l'excès on veut faire des data products pour faire des data products. Ça n'a pas faux.
on reste sur un schéma où il faut challenger le besoin. S'il y a besoin d'un data product, on le fait. Si on n'a pas besoin, ça ne sert à rien d'aller en créer un derrière. Ce serait une initiative purement SI, sans forcément de métier embarqué derrière. Donc, au final, ça n'a pas de sens, alors que le data mesh, il veut justement rendre les métiers beaucoup plus présents dans l'utilisation, dans la promotion de la data. Donc voilà, donc les DAP SA qui permettent, qui se branchent sur une seule source et qui rendent la donnée émise par la source beaucoup plus facilement consommable pour les différents métiers, pour les différents consommateurs. Par-dessus, on va avoir les DAP Domain Design. Donc eux, ce sont les DAP où on va faire tous les croisements de données, répondre aux besoins plus high level de l'entreprise. Ils sont multi-sources, ils peuvent se brancher directement sur une source, sur un DAP SA, sur un autre Domain Design. Voilà, l'idée, c'est encore une fois d'adresser plusieurs besoins, hein, comme le DAP Sourceline, mais c'est ceux où on va pouvoir faire tous les croisements, dégager toute la valeur ajoutée de croiser plusieurs données. J'attire aussi l'attention, c'est le petit encart, le petit attention. Un DAP, encore une fois, c'est répondre à plusieurs besoins. C'est la référence au sein de l'entreprise qui adresse plusieurs besoins avec des données. Si un métier il a un besoin très spécifique, qui ne produit de la valeur ajoutée que pour lui, pas forcément pour le reste de l'entreprise, ça ne sert à rien que ce qu'il fasse, ce soit une appli, un dataset, domaine design juste pour lui. Il se plug sur 2 DAP Sourceline et il fait son produit, ça lui va très bien juste pour lui. Enfin, il fait son produit, justement, il fait son dataset pour bien distinguer le dataset classique de data product. Mais si on fait un dataset qui répond à plusieurs besoins, là, c'est intéressant s'il y a plusieurs besoins, c'est intéressant de faire un domaine design plutôt qu'une petite appli dans son coin. S'il y en a d'entre vous qui connaissaient déjà avant Data Mesh, Data Product, vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de Consumer Aligned. Il n'y a pas forcément de très grosse différence avec un domaine design, ou plutôt la grosse différence, elle n'est pas dans la forme, elle est juste dans le fond, c'est à qui sont-ils adressés. Dans la forme, ça reste les consumer lines, ça reste des data products dans lesquels on fait des croisements, on fait des jointures, mais on va peut-être proposer ça finalement aux consommateurs finaux de l'entreprise. Les clients, pas au sens les métiers qui font vivre l'entreprise, mais plus ceux qui achètent le service, qui achètent les produits de l'entreprise. On ne s'adresse pas forcément au même public, donc forcément, on ne va pas mettre les mêmes données de la même manière, mettre la même sensibilité de données entre le domaine design et le consumer align, mais dans la forme, d'un point de vue technique, ils sont identiques, ils ont la même intention, juste pas le même public. Et donc, avec ce schéma, on porte un nouveau regard sur le data mesh. Donc, on reste dans l'esprit de les DAP sont à la responsabilité des métiers sous forme de constellation. C'est la valeur ajoutée qui est distribuée, qui est domain oriented. Mais d'un point de vue technique, on a une organisation par couche du SI data, du data mesh. Alors, présenté comme ça fait un SI très bien organisé. Il y a des SI, ils n'ont pas attendu d'être des data mesh pour être très bien organisés. Le data mesh, de par sa conception, il se veut proposer quelque chose de très organisé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des SI qui ne le sont pas aujourd'hui, encore une fois, bien entendu. Une petite question qu'on peut se poser avant de passer plus à la partie gouvernance, donc la partie déclinaison des grands principes en règles au sein de l'entreprise, c'est est-ce que le DAP, ça se limite à des données qui sont SQL? En fait, pas forcément. Je pense que quand on parle de données, surtout que pour l'instant, voilà, j'explique encore des notions abstraites, on a tous facilement imaginé une base de données SQL, mais la réalité, c'est qu'un DAP, ça ne s'arrête pas là. Ça peut proposer du NoSQL, ça peut proposer des fichiers. Enfin, ça peut au sens, si l'entreprise estime que c'est intéressant de proposer un fichier à travers un data product, elle le fait. Il n'y a pas une règle au sein de la philosophie data product qui dit on n'expose pas de fichiers. Voilà, si l'entreprise elle estime que ça peut se faire, il n'y a pas de règle qui lui interdit de le faire. Ça peut aussi être des médias, hein, du son, de la photo, des vidéos, des événements avec du PubSub ou des time series ou plein d'autres encore. Je pense qu'on a couvert un large format de données avec ça, mais il n'y a pas de règle sur est-ce que c'est que du SQL. Maintenant, la gouvernance des DAP, finalement, c'est le troisième groupe d'acteurs, puisqu'on a parlé des PO,
on a parlé équipe data. Donc, c'est ceux voilà, qui vont, si on se redit un petit peu ce qu'on s'est dit avant, on prend nos datasets, on en fait des produits, on normalise beaucoup de choses au sein de l'entreprise, donc la partie documentation, la partie QD, on fait en sorte qu'ils soient très standardisés, donc on s'impose plus de règles pour, encore une fois, que les consommateurs s'y retrouvent plus facilement. Qui met en place tout ça? C'est la Federated Governance. Donc ce groupe d'acteurs, ça peut être des architectes d'entreprise, ça peut être des personnes, enfin des responsables qui ont une très bonne vision de comment fonctionne de comment est fait le SI Data. Pardon, voilà, je cherchais mes mots. Ça va pas forcément être des experts métiers parce que eux, on va plus leur mettre la casquette de DPO. Ça peut être des experts techniques, hein, des data analystes, des data scientists, data engineers qui ont travaillé sur beaucoup de projets au sein de l'entreprise. Ça peut être la Federated Governance. Donc eux, ils partent des grands principes. Typiquement, ils disent on veut que nos produits de données soient standardisés, donc que nos datasets soient standardisés. Comment on fait ça? Donc, est-ce qu'on impose une nomenclature des champs? Oui et non. Donc, est-ce qu'on met du camel case? Est-ce qu'on met du snake case? J'ai pris des exemples très simples à chaque fois. Quelle langue? Si on est dans un contexte international, on dira l'anglais. Mais si c'est plus local, on peut rester sur du français, de l'espagnol, de l'italien, qu'importe. Est-ce qu'il y a une nécessité de tout avoir sur un cloud? Vous voyez, les questions sont très ouvertes. C'est vraiment l'entreprise qui peut se poser toutes ces questions. Est-ce que l'entreprise, elle veut que tout soit sur GCP, tout soit sur AWS? Est-ce qu'elle veut que ce soit multi-cloud? Voilà. Elle se pose la question, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, elle va finir par l'édicter, prendre une décision qui va conditionner les règles que devront suivre les data products au sein de son entreprise. Le data mesh, c'était le troisième pilier, il vient aussi avec une data platform, donc pour faciliter le déploiement et l'exposition des data products. Donc, qu'est-ce qu'on se dit sur la CI/CD en termes d'outils? Qu'est-ce qu'on se dit pour le data catalogue? Quel outil de documentation? Est-ce qu'on se crée des outils faits sur mesure? Encore une fois, pas de bonne réponse, c'est la Federated Governance qui édicte. Mais quand on se dit tout ça, vous comprenez bien qu'en fait, l'entreprise A, elle peut avoir ses critères qui font dire qu'un dataset est un data product. L'entreprise B, elle peut en avoir d'autres. Je reprends un exemple tout bête. L'entreprise A, elle dit mes data products sont sur GCP. L'entreprise B, elle dit ils sont sur AWS. Bon, factuellement, les deux, s'ils respectent les grands principes des data products, ils ont fait un data mesh, ils ont fait des data. Juste, ils n'auront pas donné la même forme entre l'entreprise A et l'entreprise B. Une idée à bien garder en tête, c'est que les standards édictés par la Federated Governance, ça se superpose aussi aux bonnes pratiques d'un projet data plus classique. On n'a pas attendu de faire des data products pour se dire qu'on va faire de la CI/CD. Par contre, on peut se dire que l'on normalise l'outil CI/CD qu'on utilise pour les DAP. Les entreprises, voilà, moi je connais principalement ces deux-là à titre perso, mais bien entendu, il y en a d'autres. Il y a des entreprises où on se retrouve parfois avec du Jenkins, parfois avec du GitLab CI/CD. L'entreprise peut se dire, dans le cas du data mesh, on met tout sous GitLab, par exemple. Voilà, c'est un exemple. D'autres rôles de la Federated Governance, ça va être de tenir à jour un référentiel de business terms. Donc, c'est business terms, c'est dans la traduction, ce sont les termes métiers. C'est comme les mots-clés que nous, on emploie, on utilise quand on fait des recherches sur Internet. Parce que c'est-à-dire qu'à un moment, les data products, ils vont être visibles puisqu'ils sont sur étagère. Quand on reprend la simulation dans le magasin de bricolage, ils sont sur étagère, donc là, ils le sont à travers un data catalogue. Il faut bien que les métiers, les futurs consommateurs, ils puissent faire des recherches dans ce data catalogue. Nous, nos recherches, on les fait avec des mots-clés dans le moteur de recherche, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Le business term, ça va être le mot-clé qu'on va utiliser pour trouver nos data products. Donc, ça veut dire que dans toute la phase de conception en amont du dataset et finalement du data product, on va faire en sorte à un moment d'associer les différents champs qui vont composer le dataset, le jeu de données, à des business terms pour que, une fois déployé, une fois mis en avant dans le data catalogue, les différents business, un dataset puisse correspondre à plusieurs business, à plusieurs business terms et donc être facilement trouvable par les consommateurs. C'est aussi la Federated Governance. Alors pardon, excusez-moi, je voulais vous donner un petit exemple sur le point 1 avant de passer sur le point 2. Ça permet autre chose aussi, les business terms. C'est imaginer, on est chez un équipement. Là, on prend un équipementier automobile. Il a il a beaucoup plus de datasets dans son entreprise. On en prend 3 pour l'exemple. Et dans chacun de ces datasets, il a
une colonne qui expose le modèle d'un véhicule, peu importe ce que la donnée contient, enfin ce que le dataset contient, peu importe la granularité. Il y a un dataset, peut-être ça va s'appeler model type. Peut-être l'autre, ça va s'appeler model kind. Peut-être l'autre, ça va s'appeler car model, par exemple. L'idée, c'est de se dire, c'est pas grave si dans un dataset, les champs n'ont pas le même nom. On ne va pas pousser non plus là l'idée de la normalisation. Par contre, ça va être de se dire que sur ces 3 champs, on colle le même business term. Par exemple, car model. Et encore une fois, voilà, après, une fois qu'ils sont exposés, le client, il tape car model dans le moteur de recherche du data catalogue et il tombe sur les 3 datasets parce qu'il y avait le business term qui était associé. Je reviens sur le point 2, il y a l'action d'identifier les DPO et d'embarquer les métiers dans l'initiative. Il ne faut pas que faire un data mesh soit purement une initiative SI, il faut expliquer aux métiers quel est leur rôle, quel est leur intérêt, ce qu'ils vont apporter, ce qu'on va leur demander en plus. Ça implique de trouver des personnes qui sont très bons fonctionnellement et très bons dans le milieu de la donnée. Ce n'est pas toujours facile, ça peut être un peu sportif. Mais on a besoin de ça. Pour avoir un DPO, on a besoin d'une personne qui connaisse bien la donnée, qui connaisse bien son métier. Et ils vont spécifier les règles de QD. Pareil, c'est l'histoire de la normalisation, comment on normalise les différentes règles de QD que l'on s'impose pour nos data products. Voilà, ça c'est le rôle de la Federated Governance. Elle part des grands principes du DAP qu'on énonce depuis le début. Elle les décline comme elle l'entend au sein de son entreprise. Et une fois que c'est décliné, elle pose une base pour le DPO, pour qu'il sache comment il doit concevoir son data product. Elle pose une base pour l'équipe data qui va savoir qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour que son projet data, son use case data ne soit pas juste un dataset, mais soit aussi un data product. Et elle va aussi donc définir les différents outils qu'on veut utiliser pour faire des data products au sein de l'entreprise. Et on va voir un exemple d'écosystème, un exemple de self-serve d'une entreprise random, on va imaginer entre nous, pour que celle-ci puisse déployer ses data products. Donc on repart de ce que nous dit la Federated Governance. Toute initiative d'un data product va commencer par le remplissage d'un canvas sous Excel. Ça pourrait être un outil en ligne qu'on remplit sur l'intranet. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment un exemple là, qu'on est en train de faire ensemble. Un canvas qui va décrire le produit, donc la source ou les sources, qu'on soit sur du source line ou du domaine design, ça dépend. Les données de sortie, qu'est-ce que l'on produit en sortie, quels sont les champs, du coup, quels sont les business terms que l'on colle sur nos champs, d'autres informations. Le canvas, il est à la main de la Federated Governance et le DPO va se servir de ces règles pour lancer l'initiative. C'est l'initiative de créer un data product. Si l'initiative est validée, le DPO, il va après, avec sa casquette plus PO, du coup, il va rédiger les specs techniques de son produit et mandater une équipe data. Et la self-serve, elle nous dit, si vous voulez que vos datasets soient des data products, vous allez devoir utiliser GitLab pour l'aspect CI/CD. Encore une fois, on est dans un exemple, ça pourrait être Jenkins. Vous allez utiliser Collibra, ça pourrait être Data Galaxy. Vous allez utiliser Confluence, ça pourrait être un SharePoint sous Teams. Je pense que là, c'est moins efficace que Confluence, mais pourquoi pas. Ça pourrait être AWS, ça pourrait être n'importe quel autre cloud, Azure, GCP, un dedicated cloud. Et vous allez utiliser tel dashboard Power BI qu'on met en outil sur mesure, en outil complémentaire. Et une fois qu'on a ça, il y a tout un processus qui va se déclencher via la fameuse self-serve. C'est-à-dire qu'au début, la première étape, on a donc le DPO qui transmet ses specs et le canvas à l'équipe data. Donc voilà, on est sur du classique. On est dans l'hypothèse où ça a déjà été validé par la Federated Governance. L'équipe data, elle va mener son projet comme on mène un bon projet data classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir le code, il va y avoir la sauvegarde, il va y avoir un repository. Dans notre exemple, ça va être GitLab. Il va y avoir de la CI/CD pour l'intégration et le déploiement continu avec les tests unitaires, pour qu'au finalement le projet y parte en prod. Le cloud qu'on a choisi dans notre exemple, c'est AWS. Voilà, on est sur un use case data classique. On se dit juste que la self-serve, comme elle est aussi sous GitLab CI, c'est le bloc à droite, elle met du coup à disposition un template à interroger dans toute la chaîne de CI/CD. Et donc, ce que va rajouter
l'équipe data à son projet data classique, ce sont des fichiers de configuration, comme c'est GitLab CI, ça va être du YAML. Et avec ces fichiers de configuration, ils vont être utilisés par la self-serve quand le projet se déploie. Et sur la base de cette configuration, excusez-moi, j'oublie juste un détail, ces fichiers de configuration, c'est jamais que ce qui est contenu dans le canvas. Donc, on va retrouver les business terms dans le fichier de configuration. On va retrouver les sources. Voilà. Tout ce qui est décrit dans le canvas, juste on le met sous forme de YAML pour que ce soit digéré par GitLab CI, vu qu'encore une fois, c'est l'exemple dans notre self-serve. Et une fois que la self-serve a ses outils, elle utilise les API ou elle remplit des bases de données pour remplir les outils qui composent la self-serve. Donc, elle va utiliser l'API de Colibra pour mettre en visibilité le data product, encore une fois avec les bons business terms qui vont bien. Elle va utiliser l'API de Confluence pour remplir des templates, des pages templatisées qui vont servir de documentation. Elle va remplir une base de données qui va alimenter un dashboard pour les architectes d'entreprise, pour l'exemple. Elle va alimenter une autre base de données qui va permettre d'avoir de la QD, un dashboard pour la QD. Donc, on a centralisé toute la QD des différents data products en un seul dashboard, bon, avec des filtres pour retrouver les DAP qui nous intéressent. Mais voilà, cet ensemble d'outils composés par la self-serve sont après consultables par les métiers. Et donc, on revient dans ce processus de quand on rentre dans le magasin de bricolage, c'est qu'on a un ensemble d'outils qui nous rendent, en tant que consommateurs, plus autonomes, un ensemble d'informations qui nous rend plus autonomes, plus sereins, et qui nous guident sur comment on va consommer, dans le cas présent, notre produit de données. Et si le métier il est heureux avec tout ce qu'il a compris, bah, après, voilà, on rentre dans un processus il demande l'accès, s'il est lui donné, il va consulter les données qui l'intéressent pour son besoin. Mais donc voilà, il y a un côté, finalement, une fois qu'on explique la self-serve, le métier, de par le rôle du DPO, il devient acteur, il devient promoteur de la data, il vend, encore une fois, la valeur ajoutée des data products, mais il va aussi être beaucoup plus autonome quand il a sa casquette de consommateur. Pour comprendre la donnée, il va avoir beaucoup plus d'autonomie grâce à tout ça. Et je pense que vous comprenez pourquoi plus haut dans la présentation, je vous ai dit, vous pouvez avoir des datasets qui sont déjà des data products, c'est que la self-serve, ce n'est pas un outil qu'on met en place parce qu'on a un data mesh. Vous avez peut-être déjà dans certaines entreprises des automatisations qui sont faites pour déployer de la documentation directement sur Confluence. Vous avez peut-être déjà un data catalogue qui est très bien mis en place au sein de votre entreprise. Voilà, le data mesh, voilà, je répète ça, c'est un chantier de rénovation. On part de ce qu'on a et on regarde comment on tend vers le data mesh. On ne part pas from scratch. Enfin, on pourrait, mais dans les grosses entreprises, a priori, il n'y a pas de raison de partir from scratch. On récapitule le data mesh avec une vue d'ensemble et ce sera la fin de la présentation. On reprend les grands principes du data mesh, donc c'est domain oriented, avec la valeur ajoutée qui est distribuée, qui est dispatchée à travers les différents métiers qui sont responsables des fameux data products. C'est le deuxième pilier. On a une self-serve data platform, donc un ensemble d'outils faits sur mesure ou plus classiques, plus connus, que l'on utilise et qui vont servir de normes, qui vont normaliser l'utilisation, l'exploitation que l'on fait de nos datasets. Et on a au milieu de tout ça une federated governance qui chapeaute un peu tout ça, qui orchestre les grands principes du data mesh. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que, déjà premièrement, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur ce que sont les data mesh, que sont les data products. L'idée, c'était de vulgariser le sujet data product, le sujet data mesh. Peut-être que ça vous a donné envie de creuser un peu plus. C'était le principal objectif de la présentation aussi, c'était de servir de porte d'entrée au monde du data mesh et du data product. Et si vous allez jusqu'à vouloir commencer à en déployer au sein de vos entreprises, écoutez, c'est tout bénef. Merci à vous, merci beaucoup.